Tout sur elle. 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 Bienvenue dans Tout sur elle, un podcast sur la santé physique, mentale et sociale des femmes, pour les femmes et celles et ceux qui les entourent, bref, pour tout le monde. C'est un podcast d'Anna Roy. Salut Anna. Salut Nina. Anna Roy, je le rappelle, tu es sage-femme depuis plus de 10 ans, tu es engagée, tu es aussi l'autrice de très nombreux ouvrages sur la santé des femmes, sur la maternité. Aujourd'hui, on va en apprendre un peu plus sur le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. Et pour ça, on va accueillir Sophia Rakrouki, sage-femme à Paris. Salut Sophia. Salut Nina. Merci vraiment d'être là aujourd'hui. Sophia, vous êtes sage-femme échographiste, vous travaillez depuis 7 ans à l'hôpital Jean Verdier de la PHP, vous êtes spécialisée en médecine de la reproduction, préservation de la fertilité, échographie gynécologique et prise en charge de l'endométriose. Je suis allée chercher un peu la définition du SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, et sur l'INSERM, il est dit que c'est la maladie hormonale la plus fréquente chez les femmes en âge de procréer et que ça peut entraîner des troubles de la fertilité et de la pilosité, ainsi que des complications métaboliques. C'est une des maladies hormonales la plus fréquente chez les femmes et pourtant on n'en entend pas beaucoup parler. Anna, d'ailleurs, c'est pour ça que tu voulais qu'on traite le sujet aujourd'hui. Oui, je trouve ça très très étonnant que cette maladie fasse pas plus l'objet de vulgarisation, qu'on n'en entende pas parler partout, alors qu'on l'a dit, c'est une maladie extrêmement fréquente et que moi, je dirais pas que j'en vois tous les jours, mais presque, que ce soit chez mes patientes, mais aussi chez les amis, chez les proches, etc. Et donc, je trouvais que c'était très très important et je remercie Sophia de venir nous en parler. Et du coup, Sophia, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le SOPK ? Alors, le SOPK, c'est un syndrome des ovaires polykystiques. Alors, qu'est-ce que c'est un syndrome ? C'est en médecine un ensemble de symptômes. C'est parce qu'il y a plusieurs symptômes qu'on va pouvoir parler du SOPK. Et ovaires polykystiques, pourquoi ? Alors en fait, c'est pas du tout des kystes. Dans le début du XXe siècle, ça a été décrit. En fait, on a vu plusieurs boules noires dans les ovaires. On pensait que c'était des kystes, mais en fait, c'est juste une accumulation de follicules. Donc en fait, c'est un ensemble de symptômes et à l'échographie, on voit plein de follicules. Et c'est un trouble hormonal qui est effectivement très fréquent parce que ça touche une femme sur 10 en âge de procréer. Et c'est la première cause d'infertilité en cas de trouble du cycle. Attention, c'est pas parce qu'on a un SOPK qu'on a forcément une infertilité. C'est que le SOPK, l'un des symptômes, ça peut être un trouble du cycle. Et s'il y a trouble du cycle, il y a infertilité. Ce qui est logique, en fait. Sans avoir été diagnostiqué du SOPK, si une femme ovule 2 fois par an, c'est logique que forcément, elle mettra plus de temps à tomber enceinte qu'une femme qui ovule régulièrement tous les mois. Est-ce que c'est une maladie qui est décrite depuis le début du XXe siècle ou c'est une maladie décrite depuis plus longtemps ? Le SOPK, ça a été décrit comme très ancien dès l'Antiquité. Et on pense qu'il y a eu une sélection des patientes qui étaient SOPK parce qu'effectivement, il y a une hyperandrogénie, donc on va en rediscuter, mais c'est des patientes qui étaient plus en surpoids, donc qui avaient plus de réserves, qui avaient plus de poils, donc ça devenait plus chaud. Et c'est des patientes qui faisaient moins d'enfants, puisqu'elles avaient des cycles plus rares, pour certaines, et donc qui mouraient moins en couche. Donc très probablement que ça a sélectionné le SOPK sur du long terme. Et en plus, on sait que le SOPK, il a une cause qui est très probablement génétique et environnementale. Et donc, en fait, ça se transmet très souvent de génération en génération. Et ça, c'est incroyable ce que tu dis. C'est-à-dire que le fait d'avoir moins d'enfants, effectivement, était protecteur. Ouais. C'est fou, ça. Était protecteur, ouais, parce qu'on mourrait pas en couche. Bah ouais. Et en plus, vu qu'on mourait pas tardivement, parce que l'âge de la mort était beaucoup plus récent, on n'avait pas le temps d'avoir des problèmes du type diabète, métabolique, maladie cardiovasculaire. Donc en fait, on a sélectionné, je pense, depuis très longtemps le SOPK, bien que, effectivement, j'en vois moi aussi, Anna, plus souvent, mais avec des profils particuliers, c'est-à-dire des SOPK modérés. C'est pas un SOPK qui est franc, c'est pas le classique qui est écrit dans les livres, mais c'est un profil SOPK. C'est-à-dire qu'il Et y a est-ce des que c'est pas symptômes. parce qu'on les diagnostique plus ? Si c'est possible. Aussi. Ouais. C'est possible, mais pas assez. Ok. Est-ce qu'on peut juste rappeler ce que c'est les follicules ? Alors en fait, les femmes naissent avec un stock de follicules. Un follicule, c'est une bulle d'eau et un ovule au centre, et c'est l'ovule qui est censé se féconder avec le spermatozoïde. Et toutes les femmes ont un stock qui est différent à la naissance, simplement parce qu'on n'est pas des robots. Et pour autant, ça doit se terminer à l'âge de la ménopause, autour de la cinquantaine. Et ça, ce que je répète souvent à mes patientes, c'est pourquoi la cinquantaine ? Pourquoi on n'aurait pas une ménopause à 60 ou 70 ans ? Bien, pour 2 raisons principales, tout simplement parce que notre corps n'est pas fait pour. C'est dangereux d'avoir une grossesse au-delà d'un certain âge, notamment 45-50 ans. Et en plus, les ovules, ils sont là depuis notre naissance, voire avant.
au niveau de la vie fœtale. Et donc, ça se modifie, tout comme la peau, etc. Et donc, on peut avoir des modifications génétiques avec des risques d'enfants qui ont des maladies génétiques. Donc, il faut que ça s'arrête. Et donc, si tu as au départ un nombre de follicules qui est différent pour toutes les femmes, et pour autant, pour toutes les femmes, ça s'arrête à peu près au même âge, il a fallu trouver un système, un peu comme une obsolescence programmée. Et donc, chaque femme fait sortir de sa réserve chaque mois un groupe de follicules. Et donc, il y a des femmes qui vont sortir beaucoup de follicules. On parle alors de bonnes réserves ovariennes dans les bilans, et d'autres femmes qui vont sortir peu de follicules. Et il se trouve que chez les patientes qui ont un SOPK, il y a une accumulation de follicules. En fait, il y a un trouble hormonal qui fait que c'est pas qu'elle en a plus à la naissance des follicules, c'est juste que dans ses ovaires, elle en a trop. C'est comme s'il y avait un embouteillage. Et ça a deux conséquences principales. Quand tu as beaucoup de follicules, initialement, tu as tes règles, il y a un groupe qui sort. Parmi ce groupe, tu as un follicule qui est censé grossir, ovuler à la moitié du mois, et ensuite, 2 semaines après, c'est les règles. Sauf que les patientes qui ont un SOPK, elles ont tellement de follicules que ça entraîne deux phénomènes. Le premier, le follicule qui est censé grossir en 2 semaines, il n'a pas de place. Et donc, au lieu de grossir en 2 semaines, ça va grossir en plus de temps. Et en plus, lorsqu'il y a beaucoup de follicules, l'hormone qui est censée faire grossir ce follicule, elle est moins performante. Donc, 1, il n'a pas de place. 2, l'hormone qui est censée le faire grossir est moins performante. Résultat, les cycles s'allongent. Et c'est notamment la première partie du cycle qui s'allonge. Et donc, c'est des femmes qui peuvent avoir des cycles tous les 2-3 mois. Et pourquoi ça s'appelle le SOPK? Je pense que tu as un peu répondu. C'est parce qu'il y avait une méconnaissance du trouble à la base. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on appelle ça... Enfin, moi, je comprends pas ce nom, parce que je trouve qu'il représente pas ce que tu décris. Alors, comme je disais, un syndrome, c'est un ensemble de symptômes. Et ça, c'est hyper important, parce que c'est pas une maladie en tant que telle. En fait, on a un ensemble de symptômes. Alors, la définition exacte, c'est quoi? Tu dis qu'une patiente est SOPK lorsqu'elle a au moins 2 symptômes parmi 3. Ok, elle peut avoir les 3 symptômes, mais au moins 2 symptômes parmi 3. Ok, donc ça, c'est le syndrome. Et pourquoi ovaire polykystique? C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, ils ont vu plein de ronds noirs dans les ovaires. Ils ont dit que c'était des kystes, mais en fait, c'est juste des follicules. Et du coup, comment tu diagnostiques le SOPK, sachant qu'il faut que ce soit 2 sur 3 symptômes? Et donc, est-ce que tu peux aussi nous dire quels sont ces symptômes qui t'aident à diagnostiquer? Alors, le diagnostic du SOPK, en fait, il est très simple. Et c'est pour ça que moi, je comprends pas très bien pourquoi il y a tant d'errance médicale. Parce que vraiment, il n'est pas compliqué. Je vais vous l'expliquer. En gros, il faut qu'il y ait au moins 2 symptômes parmi 3. Et les symptômes sont les suivants. 1, des troubles du cycle. Ça, c'est hyper facile à voir. Un cycle normal, déjà, ça se mesure du premier jour des règles au premier jour des règles d'après. Et en moyenne, ça dure entre 26 et 32 jours. Alors, si parfois, de temps en temps, tu as un cycle un peu plus court ou un peu plus long, c'est pas grave. Il faut vraiment le voir sur la durée. Et donc, premier signe, c'est trouble du cycle, soit des cycles très longs, plus de 40-45 jours, soit des cycles, soit une absence de cycle, soit très rare, donc moins de 8 cycles par an. Donc ça, c'est le premier symptôme. Le deuxième, c'est un symptôme échographique. Donc en fait, c'est un signe échographique. Tu fais une écho, tu comptes les follicules. S'il y a au moins un des 2 ovaires qui a plus de 20 follicules, donc 20 boules noires à l'échographie, ça fait partie du deuxième signe. Depuis les nouvelles recommandations européennes, on peut remplacer l'échographie par un dosage en prise de sang qui est l'AMH, notamment chez les patientes vierges, parce que lorsqu'on fait l'échographie sur le ventre, on voit beaucoup moins bien. Et quand l'AMH, elle est notamment supérieure à 5, ça peut remplacer le signe échographique, bien que 5, c'est pas encore hyper précis, il y a encore des études pour savoir quel est le seuil. Donc ça, c'est le deuxième signe, soit échographique, soit prise de sang. Et le troisième, c'est l'hyperandrogénie clinique ou biologique. Alors l'hyperandrogénie, hyper, ça veut dire excès, et androgénie, c'est hormone masculine. Ça peut être vu soit cliniquement, c'est-à-dire des poils à des endroits inhabituels, par exemple au niveau du menton, autour du mamelon, intérieur des cuisses, donc c'est ce qu'on appelle l'hirsutisme. On peut avoir un excès de perte de cheveux, une alopécie. On peut avoir un excès de poids et notamment androgénique, c'est-à-dire plutôt au niveau de la partie supérieure du corps. On peut avoir de l'acné à l'adolescence. Donc ça, c'est l'hyperandrogénie clinique. Et l'hyperandrogénie biologique, c'est une augmentation des androgènes et notamment de la testostérone qui est présente chez les femmes, mais normalement en petite quantité, et là, elle serait plus importante. Donc le troisième signe, c'est l'hyperandrogénie clinique ou biologique, mais on n'est pas obligé d'avoir les deux. C'est-à-dire que c'est pas parce que la testostérone est basse que c'est pas le signe. Si on a un hirsutisme ou une perte de cheveux ou de l'acné, c'est bon, on a quand même le troisième critère d'hyperandrogénie.
J'ai le sentiment, à tort ou à raison, que souvent on dit qu'une femme a un SOPK alors qu'il n'y a qu'un des 3 critères présents. Ouais. Ou à l'inverse, s'il y a que 2 critères, on dit que c'est pas un SOPK parce qu'il y a pas les 3 critères. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu le constates aussi ou pas? Alors c'est vrai, le problème, c'est qu'on dit souvent qu'elle a pas, alors qu'elle Voilà, a. c'est ça. Mais à l'excès, c'est pas bien non plus. Et ouais, Très souvent, le diagnostic sur des échos. C'est-à-dire qu'on fait une écho, on dit voilà. écho polykystique. Ça, on dit plus ça d'ailleurs. Dans la nomenclature, on dit ovaire multifolliculaire. Et parfois, les patientes sont stressées. Multifolliculaire, ça veut juste dire plusieurs follicules. Mais c'est un des signes. La patiente, elle peut avoir juste une très bonne réserve ovarienne et rien d'autre. Donc est-ce que le conseil, c'est pas quand même d'aller voir quelqu'un qui s'y connaît un peu? Bien sûr. Voilà. C'est soit une sage-femme spécialisée, Merci. soit un gynécologue spécialisé, soit un médecin généraliste spécialisé, parce que la prise en charge, elle est complexe et elle se fait sur du long terme. Donc spécialisé et attention au diagnostic juste sur un seul symptôme. Et après, juste, je voulais Mais revenir attendez, ouais. je vous coupe parce que vous dites aller voir quelqu'un de spécialisé. Mais en soi, faut déjà du coup savoir ce que c'est le SOPK et C'est s'auto-diagnostiquer. pour ça qu'on fait l'émission. Ok. Parce que je trouve que, enfin, il n'y a rien d'évident. C'est-à-dire que là, les symptômes, quand on les met les uns à la suite des autres, oui, vous, ça vous fait tiquer tout de suite. Mais dans la vie des femmes, c'est plutôt au médecin de leur dire, au vu de ces symptômes-là. Alors, il y a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que ces symptômes arrivent parfois, très souvent, dès l'adolescence. Et ça se manifeste par un surpoids et de l'acné. Et ces patientes, en fait, c'est compliqué de se construire déjà en tant qu'adulte lorsqu'on a ces symptômes-là au niveau social, et donc on les met vite sous pilule, ce qui est OK, hein. C'est très difficile, on ne peut pas mettre un diagnostic du SOPK à l'adolescence parce que, en fait, l'acné à l'adolescence, c'est fréquent, on ne peut pas dire forcément que c'est du SOPK. Le surpoids, c'est aussi fréquent, on ne peut pas dire. Par contre, il faut que cette patiente, avant qu'on la mette sous pilule, on lui dise que c'est un potentiel SOPK et il faut qu'on la prenne en charge comme si c'était ça. Parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui, lorsqu'on enlève la pilule, donc, du coup, elle a plus de boutons, plus d'acné, plus d'hirsutisme, on enlève le SOPK, sauf qu'elle n'en a jamais entendu parler, et On c'est là enlève qu'elle la rentre, on enlève, la pilule, et c'est là qu'elle rentre en errance médicale. Et la deuxième chose que tu disais, c'est que oui, c'est aux professionnels de santé de le dire, ça c'est sûr. Mais moi, ce que je vois et ce qui me choque, c'est que je vois des patientes qui consultent chez moi en me disant, elles consultent pour infertilité, alors que ça fait 5 ans qu'elles ont des cycles 2 fois par an. Et il faut informer les patientes qu'un cycle normal, c'est un cycle tous les mois. Un cycle régulier, c'est pas forcément tous les 28 jours, c'est un cycle qui a lieu tous les mois, plus ou moins quelques jours. Et le problème, c'est que oui, les professionnels de santé ne sont pas forcément formés. C'est souvent les professionnels de santé qui font de la fertilité parce qu'ils ont été confrontés à des patientes SOPK qui étaient infertiles, donc eux sont très formés, c'est vrai, sauf que eux sont dans les centres de PMA. Et si vous n'êtes pas infertile, vous n'allez pas forcément les voir. Mais il faut surtout informer les patientes. C'est pas normal. Moi, quand j'ai une patiente qui me voit, elle me dit voilà, je suis avec mon conjoint, ça fait 5 ans qu'on essaye, je pose 2 questions, j'apprends qu'elle a 2 règles par an. Moi, il n'y a aucun souci pour créer des ovulations, c'est très simple. Le pronostic de fertilité chez une patiente qui est SOPK, il est très simple. C'est facile pour nous de créer une ovulation. Par contre, quand la patiente elle vient me voir à 38 alors qu'elle le savait depuis 32, ça, je ne peux pas remonter dans le temps. Et la qualité ovocitaire de 38, c'est pas celle de 32. Et c'est ça qui est problématique aujourd'hui. Et c'est pour ça que les missions de vulgarisation que je m'attache à faire et que Sophia s'attache à faire depuis moi, en tout cas ça fait 10 ans que je fais ça, sont absolument fondamentales parce qu'en fait, je pense quand même qu'il faut être soi-même son propre médecin. Il y a déjà un médecin qui disait ça au XVIIIe siècle, qui faisait des dictionnaires portatifs de santé. Et je pense vraiment que ça devrait presque faire partie des cours et de l'enseignement. Enfin, donc, il faut être soi-même son propre médecin. Si on attend des autres d'être pris en charge, on risque de passer à côté. Donc, comme le disait Sophia, oui, avoir ses règles 2 fois par an, ce n'est pas normal. Et là, j'espère que vous l'avez bien en tête. Est-ce Mais que venez c'est nous voir. Est-ce que c'est un symptôme très fort, cette irrégularité des cycles? Parce que je pense que surpoids, acné ou des symptômes plus courants qu'on peut relier à plein d'autres choses, c'est un peu plus dur de se dire ça doit être ça. J'imagine que hirsutisme ou des poils à des endroits qu'on connaît pas, par souci esthétique, on va peut-être se demander ce qui se passe. Mais surpoids, acné, ça concerne quand même un bon paquet de femmes de tous les âges. Et Donc, d'ailleurs, à ce propos, on est bien d'accord qu'il y a des femmes qui n'ont pas de surpoids et qui ont un SOPK. Bien sûr. Voilà. Et Ça, c'est faut le dire aussi. d'ailleurs, c'est énorme. On a 2 profils de SOPK et des patientes qui sont SOPK très sévères et des AMH très élevés et pourtant très fines. D'ailleurs, c'est plus simple, alors on en rediscutera je pense tout à l'heure, mais les patientes qui ont un surpoids peuvent améliorer leur SOPK, tandis que celles qui ont un IMC qui est normal voire faible, elles, on ne peut pas l'améliorer. Pourquoi? est-ce qu'elles peuvent pas perdre du poids? Ah bah oui, évidemment. Non, d'accord. Exactement. Oui, du point de vue, d'accord. Exactement. En fait, en perdant du poids, elles améliorent. Est-ce qu'il y a des symptômes qui sont plus forts pour diagnostiquer le SOPK, type cycle complètement irrégulier? Ouais, cycle irrégulier, hirsutisme. OK.
plus que acné, plus que alopécie. Ouais. Alors, ce qui est très compliqué dans le diagnostic du SOPK aujourd'hui, c'est que, comme je disais, les patientes sont prises en charge dès l'adolescence. Donc, on les a mis sur Roaccutane. En fait, quand on trouve une patiente adulte, très souvent, elle a plus d'acné parce qu'elle a été mise sur Roaccutane ou elle est sous pilule. Très souvent, c'est difficile parce que l'échographie ne montre pas forcément plus de 20 follicules dans les ovaires, puisqu'elles ont pris la pilule pendant très longtemps et que la pilule, elle diminue artificiellement le nombre de follicules dans les ovaires. Donc en fait, c'est très important quand on rencontre une patiente de savoir ce qui s'est passé à l'adolescence, avant même la prise des traitements. Ça qui va nous aider. Et il existe effectivement différents profils de SOPK. Ils peuvent avoir des patientes, vu que c'est 2 symptômes parmi 3, il peut y avoir des patientes qui ont des cycles totalement normaux, elles n'ont pas du tout de problème de fertilité, et pour autant, elles ont beaucoup de follicules et elles ont beaucoup d'hirsutisme, une augmentation du poids, etc. On peut avoir des patientes qui ont des troubles du cycle, qui n'ont pas de cycle du tout, et pourtant qui sont très fines et qui n'ont pas du tout d'acné. Et pour le diagnostic, tu disais par exemple que pour l'endométriose, il fallait un échographiste référent. Mm. Est-ce que là, pour le diagnostic du SOPK, il faut un échographiste référent ou quelque part tout échographiste spécialisé en gynécologie obstétrique est capable de mesurer le nombre de follicules de façon aisée? Je pense pas parce que, en fait, il y a un gros problème, je trouve, dans les diplômes d'échographie en France. Moi, j'ai passé mon diplôme d'échographie à Necker, gynéco-obstétrique. Sauf qu'en fait, mon stage, il a été 100% obstétrique. C'est-à-dire, je n'ai jamais fait de stage de gynécologie et ça a été tout de même validé. Et on a eu très peu de cours sur la gynécologie, on va dire peut-être, allez, 15%, 20%, grand maximum. On a dû avoir juste un cours sur le comptage folliculaire, mais en fait, c'est la pratique qui est le plus important. Sauf que, en fait, moi, en ayant ce diplôme, je peux m'installer et faire des échographies gynécologiques. Et en fait, ce qui m'empêche de le faire, c'est juste mon éthique professionnelle. Et donc, je sais pas si on l'a tous, mais en tout cas, moi, j'ai vu plein d'échos et le comptage folliculaire, c'est pas donné à tout le monde. Et surtout pas sur le ventre. Sur le ventre, honnêtement, on voit pas grand-chose. Et donc, pour faire une bonne échographie gynécologique, c'est endovaginal. C'est la raison pour laquelle chez les patientes vierges, c'est par le ventre, et c'est la raison pour laquelle dans les nouvelles recommandations, on fait la prise de sang parce qu'on sait que c'est pas du tout fiable sur le ventre. Donc non, tous les échographistes ne sont pas forcément spécialisés. Il faut privilégier les échographistes qui font surtout de l'échogynéco. Alors, je vais peut-être me faire taper sur les doigts parce qu'effectivement, il y a des gynéco-obstétriciens qui sont habitués, mais c'est pas une majorité. Là, moi, je suis biaisée parce qu'on est sur Paris et qu'il existe plein, mais peut-être que dans d'autres villes, il n'y a pas forcément de référents, et ce que je peux comprendre, d'où l'intérêt d'avoir l'alternative de la prise de sang. Necker, c'est un hôpital pour enfants. Petit rappel, une échographie endovaginale, du coup, c'est quand la sonde d'échographie ou la caméra, je ne sais pas comment vous dites, passe par le vagin, tout Ouais. simplement. En fait, lorsqu'on fait une échographie pelvienne, ça veut juste dire qu'on fait une échographie au niveau de la région anatomique du pelvis, entre le nombril et le périnée. Ça fait pas mal, vous inquiétez pas. Au cas où Ça il y fait- aurait des femmes qu'on n'aurait jamais eues. Ça fait Ça pas fait pas trop du mal. tout. Enfin, Honnêtement, pas du tout. ça fait pas du tout mal. Très souvent, on dit que c'est une échographie qui fait très mal. Je pense que c'est vraiment la personne qui fait l'échographie et l'état dans lequel on se trouve lorsqu'on fait l'échographie. Si on n'est pas à l'aise, si la personne ne nous a pas mis à l'aise, parce que ça peut arriver, dans ce cas-là, on va contracter, sans le savoir, les muscles du périnée, et en fait, la sonde va appuyer. Et c'est ça qui fait souvent le plus mal. Mais en elle-même, l'examen ne fait pas du tout mal. Sauf quand il y a des pathologies sous-jacentes, par exemple une grosse endométriose avec des lésions. Et là, dans ce cas-là, oui, c'est possible. Mais normalement, c'est un examen qui ne fait pas du tout mal. Ça va être quoi les conséquences, on va dire, plus secondaires du SOPK, sans parler forcément de questions de fertilité? Est-ce qu'il y a d'autres conséquences? Ça, on reviendra à la fertilité après. Alors oui, il y a la fertilité, mais on en reviendra. Et conséquences sociales et psychologiques. En fait, tout à l'heure, quand je vous expliquais que le fait d'avoir des troubles du cycle, ça modifiait finalement le cycle avec une première partie qui était plus longue que la deuxième. Les patientes se retrouvent donc ce qu'on appelle en hyper-œstradiolémie relative. C'est un terme un peu compliqué, mais normalement, quand vous avez un cycle normal de 28 jours, théorique, hein, vous avez 14 jours d'oestrogène, grosso modo, 14 jours de progestérone. Il y a un équilibre hormonal. Quand vous avez une première phase du cycle qui est très longue, eh bien, il y a beaucoup plus d'œstrogène que de progestérone. Et juste ce déséquilibre-là, il va avoir un impact sur l'humeur, sur les troubles du sommeil. Donc ça, c'est hyper important. Et donc, il y a parfois des dépressions aussi qui sont associées. Ça a été vu dans les études. Donc ça, c'est les troubles notamment psychologiques et les troubles sociaux, mais qui sont notamment dus à physique, la prise de poids, l'acné, l'hirsutisme. Ça a des impacts au quotidien. Donc on n'hésite pas à aller voir un professionnel de la santé mentale si on a eu un diagnostic de cette nature et qu'on ne le vit pas extrêmement bien. On doit être bien entouré, hein. C'est une prise en charge qui est Voilà. multiple avec, si besoin, psychologue, sexologue, endocrinologue.
Bien évidemment, un médecin généraliste, un gynéco, enfin, je pense il faut être bien entouré et nutrition aussi. Est-ce qu'on a une idée de ce à quoi le SOPK pourrait être dû? Est-ce qu'on sait, tu as mentionné des causes génétiques, mais aussi environnementales, donc des plusieurs facteurs qui peuvent, induire le SOPK, j'imagine? Notamment pollution et perturbateurs endocriniens. Et on pense que, du coup, in utero, lorsqu'on est dans le ventre de notre mère qui a un SOPK, en fait, la mère a une hyperandrogénie, ça va passer dans le sang et du coup, le fœtus, il est imprégné par ces hormones masculines, ce qui va un peu moduler l'expression de ces gènes et on dit qu'il y a quand même la transmission génétique, elle est de l'ordre de, on va dire 30, il y a une cause génétique chez 30. OK. Donc je pense que c'est un peu plus élevé, mais j'ai souvent, en général, quand on fait c'est quelque chose qui est récent, donc il faut savoir qu'on n'a pas trop de recul, mais quand on pose la question aux patients, très souvent, on dit: «Ah, c'est vrai que notre mère, apparemment, elle a eu un médicament qui s'appelait le Clomid» ou «Elle m'a dit qu'elle avait pas tout le temps des cycles réguliers» ou donc très souvent, on a quand même l'histoire familiale. Maintenant, il faut savoir qu'on s'y intéresse depuis récemment, donc les études sont en cours et on n'a pas énormément de recul. Mais effectivement, cause génétique, Et pourquoi tu penses qu'on en parle moins que de l'endométriose, selon toi? parce que les associations, on en parle moins encore que l'endométriose. L'endométriose, c'est quand même quelque chose qui est enfin, moi, je suis autant choquée, de l'errance diagnostique du SOPK que de l'errance diagnostique de l'endométriose. Enfin, comme tu disais, on nous a toujours dit que la douleur, c'était un signe d'appel et là, on te dit: «Tu as mal, c'est normal». Ça n'a rien à voir. Enfin, l'endométriose, aujourd'hui, ce n'est pas normal que lorsque tu as des douleurs de règles, on ne pense pas à l'endométriose. Comme aujourd'hui, ce n'est pas normal que lorsque tu as des cycles irréguliers ou que tu as, des signes d'hyperandrogénie, on ne pense pas au SOPK. C'est pas forcément ça, mais c'est-à-dire que c'est un signe qui est tellement évocateur que c'est un gros problème de ne pas y penser, de ne pas faire une recherche, surtout que c'est simple. En tout cas pour le SOPK. Et donc ça veut dire que s'il y a des mères aussi qui nous écoutent, des mères de jeunes filles, tu disais bien que ça pouvait apparaître dès l'adolescence et Ouais. donc chez des jeunes filles qui ont 12 ans, dès leurs premières règles, tu veux dire? Ou est-ce que ça vaut le coup, grosso modo, si on est une mère, d'amener sa petite fille chez une sage-femme ou un gynéco? Ou alors tu dis: «Non, non, il faut attendre 3 ans ou 4 ans» ou je sais pas combien de temps? Non, déjà, s'il y a des signes, on est quand même en pleine adolescence, s'il y a des signes qui peuvent impacter son rapport avec les autres et qui augmentent sa prise de poids et cetera, enfin, il faut qu'on voit sur du long terme. C'est difficile de diagnostiquer à l'adolescente, mais on doit partir du principe que c'est ça. Tout simplement parce que la prise en charge, c'est la prise en charge des symptômes. En fait, c'est quoi? On en rediscutera, mais c'est des choses qui sont simples et qui, en fait, devraient être pour tout le monde. Alimentation équilibrée, activité physique et cetera. Il faut juste qu'on mette le mot dessus pour que la patiente, une fois si on la met sous pilule, si on la traite, qu'elle ait ça en tête, qu'elle se dise que potentiellement c'est ça et qu'elle découvre pas comme ça à l'âge adulte, comme si ça tombait du ciel. Donc c'est ok. En fait, les gens, et très souvent, je fais l'analogie avec l'endométriose, et comme dit, faut pas leur dire, ça va leur faire peur. En fait, mais pas du tout. Du moment où on leur dit, on leur explique, on leur dit, ok, c'est potentiellement ça, mais c'est ok. On va te prendre en charge. Juste, on te donne ça pour tes symptômes, pour que tout se passe bien. Mais quand tu arrêteras ta pilule, sache qu'il peut arriver ça, il peut arriver ça potentiellement. On fera des recherches plus tard. Tout comme l'endométriose. Tu as l'endométriose, ok, on va te donner une pilule, mais t'inquiète, on te gère en faisant ça, ça. Les patientes, elles sont ok. D'ailleurs, les patientes, elles sont ok pour pas qu'on ait un diagnostic clair. On pense toujours que oui, la patiente, elle a besoin de mettre un mot sur sa pathologie. Non, elle a besoin de mettre un mot parce qu'elle se retrouve face à des professionnels de santé qui disent vous avez rien. Elle a besoin de dire: «Non, en fait, je suis pas folle, c'est pas dans ma tête, c'est ça». Mais du moment où, vous dites: «Je vous crois, en fait, notre science, elle est pas assez développée, mais je pense que vous avez ça et on va vous prendre en charge», ça suffit amplement. Les gens ont besoin de bienveillance, pas forcément d'un diagnostic clair, tout simplement. En fait, quand on diagnostique un SOPK, heu, on peut pas dire directement que c'est un SOPK. C'est-à-dire que dès qu'on a 2 critères parmi 3, on peut pas dire: «Elle a un SOPK». Est-ce qu'il peut y avoir d'autres origines à tous ces symptômes ou c'est forcément SOPK? Lorsque je disais qu'on avait 2 symptômes parmi 3, on pense forcément au SOPK. Mais ça ne veut pas encore dire qu'on a le SOPK. Il faut qu'on élimine d'autres maladies qui ressemblent au SOPK. Qu'est-ce qu'on a comme maladie? On a l'hypothyroïdie, qui du coup peut générer des troubles du cycle, peuvent faire penser au SOPK, avec une prise de poids aussi, l'hypothyroïdie. Donc l'hypothyroïdie, c'est une maladie de la thyroïde? Exactement. En fait, la thyroïde, elle, pour dire simplement, c'est un peu, le bouton, volume de notre corps. Donc, quand on a une hyperthyroïdie, le métabolisme va plus vite. On a tendance plutôt à perdre du poids, à être plutôt actif et cetera, avec des bouffées de chaleur. Et à l'inverse, lorsqu'on a une hypothyroïdie, donc on baisse un peu les hormones de la thyroïde, c'est comme si le métabolisme était plus lent. On a plus froid, une prise de poids et des troubles du cycle. Donc en fait, ça peut ressembler à SOPK. Donc quand on pense au SOPK parce qu'on a des signes, on va faire une prise de sang qui va nous aider à diagnostiquer le SOPK, mais qui va aussi éliminer d'autres causes. Donc l'hypothyroïdie,
L'hyperprolactinémie, ça veut dire une augmentation d'une hormone qui s'appelle la prolactine dans le sang. Qui sert à... La prolactine, Pareil, c'est une augmentation qui augmente, notamment pour la lactation. Ok, bon, compliqué, mais d'accord. Ok, c'est ce qu'on a besoin pour l'allaitement. Ok. Et c'est la raison pour laquelle, quand les femmes allaitent, elles n'ont pas leurs règles d'ailleurs. D'accord? Ça fait des troubles du cycle, du coup, mais ça, c'est naturel et c'est voulu. Ok. Ok, donc une hyperprolactinémie. Il faut qu'on élimine d'autres causes, comme un trouble génétique. En fait, il faut savoir que les surrénales, c'est quelque chose qui est au-dessus du rein et qui, lui aussi, peut produire des hormones mâles. Et donc, en fait, il faut qu'on dose pour voir si c'est pas, en fait, toutes ces hormones mâles qui sont en circulation, ça viendrait pas plutôt de la surrénale. Est-ce que c'est une tumeur? Est-ce que c'est etc. Et l'écho est importante pour compter les follicules, mais pour voir s'il n'y a pas non plus un kyste qui sécréterait des hormones mâles. Donc, ok, on a 2 symptômes parmi 3. On se dit, cette patiente, elle a potentiellement SOPK. Je fais une prise de sang. Elle n'a pas d'hypothyroïdie, elle n'a pas d'hyperprolactinémie. A priori, au niveau des surrénales, c'est ok. Dans ce cas-là, je peux dire, ok, elle a un SOPK. Oui, mais alors ça dit d'autant plus qu'il faut quand même, s'il y a un doute sur une situation d'SOPK, d'aller voir effectivement, comme tu le dis, une sage-femme ou un gynécologue spécialisé. Tu vois, là, ça me... Voilà. Te conforte. Non, mais moi, je renvoie systématiquement vers des spécialistes quand j'ai un doute. Mais là, tu vois, je veux dire, c'est Ouais, assez clair. parce que sinon, c'est trop. En fait, c'est pas possible parce que du coup, ça serait une perte de chance pour elle si elle va pas avoir des Exactement. spécialistes. Parce qu'on dit, ok, elle a ça, Exactement. SOPK, c'est bon, pilule. En fait, s'il faut, c'est Ouais. une tumeur. Tout à S'il fait. faut, c'est un truc génétique. Bon, c'est très rare, hein, par contre, les tumeurs ovariennes, etc. Mais on peut laisser passer des choses et du coup augmenter l'errance médicale. Donc oui, il faut voir un spécialiste. Merci beaucoup, Sophia. Merci, Anna. Dans le prochain épisode, justement, on revient avec toi sur les traitements et ce qu'on peut faire une fois qu'on a rencontré notre super spécialiste qui a réussi à nous diagnostiquer. Merci encore et à la semaine prochaine. Tout sur elle est un podcast d'Anna Roy, présenté par Nina Pareja, produit et réalisé par Slate Podcast. À la direction éditoriale, Christophe Caron. À la production éditoriale, Nina Pareja. À la réalisation et au montage, Johanna Lalonde. La musique est signée Johanna Lalonde et Victor Benamou.